Très bien. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence qui va porter sur le socialisme 1.0, donc le bilan des premières expériences socialistes et l'actualité et les perspectives de cette alternative au système capitaliste. Donc c'est organisé par le POP Vaudois. On a la chance d'avoir avec nous notre camarade Bruno Derveski, qui est maître de conférence à, je prends quand même des notes, l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris. Retraité. Mais pas retraité intellectuellement. Non. Et qui a récemment sorti un livre aux éditions Delga, Socialisme réel 1.0, un bilan globalement positif. Et qui va nous parler du coup de son ouvrage à la fin de la conférence. Vous avez aussi des livres de Bruno, dont le livre en question Socialisme 1.0, si vous voulez les acheter, ainsi que d'autres livres qu'il a écrits, ou des livres où il a collaboré, tous aussi aux éditions Delga. Et je laisse la parole à Bruno, qui va nous parler du socialisme. Voilà, écoutez, merci d'abord de m'avoir invité. C'est quand même un plaisir pour moi d'être parmi vous, d'échanger avec des camarades d'un autre pays, parce que bon, la Suisse et la France, c'est proche, c'est la même langue en partie, mais c'est quand même des contextes très différents. Et donc, c'est important de pouvoir échanger, et c'est important aussi de pouvoir établir des contacts entre les organisations politiques. Voilà, donc je vais vous parler. Alors, j'avais intitulé mon bouquin Socialisme 1.0. Vous aurez compris, évidemment, c'est parce que je laisse entendre qu'il va y avoir un socialisme 2.0. Et donc, l'aventure du socialisme ne s'est pas arrêtée en 1991 avec la fin de l'Union soviétique. C'est un premier point, à quoi j'ai rajouté un bilan globalement positif, ce qui peut-être en Suisse ne vous dit pas grand-chose, mais en France, c'était Georges Marchal, le secrétaire général du Parti communiste français, avait lancé, quand il était particulièrement critiqué sur ce qu'avait été le socialisme à l'Est, il avait dit le bilan est globalement positif, ce qui avait provoqué des débats et des vives polémiques. Et je pense qu'après 30 ans, plus de 30 ans d'expérience de ce qui s'est passé à l'Est après 89 et après 91, on peut dire qu'effectivement, malgré tout, je parlerai évidemment du malgré tout, le bilan était globalement positif, ce qui permet de dire que le socialisme 1.0 débouchera sur un socialisme 2.0. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui ? J'espère que j'aurai le temps d'aborder tout ça. Donc, on va essayer de faire un bilan des pays socialistes. On va poser la question pourquoi certains se sont effondrés, pourquoi d'autres ont changé, certes, mais ne se sont pas effondrés. Comment donc le socialisme continue, au moins dans certains pays, mais aussi à quels besoins humains le socialisme réel n'a pas répondu, et auquel, s'il veut repartir, il devra répondre. Alors le bilan, évidemment, il est contradictoire. Alors je vais parler d'abord du bilan positif et ensuite du bilan négatif. Alors je pense que si on regarde ce qu'a été le socialisme réel dans les pays où il n'existe plus, c'est-à-dire en Europe de l'Est, en Union soviétique en particulier, mais pas que, les aspects incontestablement positifs, c'est une formidable avancée économique et sociale pour les masses par rapport à la situation de départ dans ces pays. On ne peut pas comparer, le Kazakhstan avec, je ne vais pas dire la Suisse, mais ne serait-ce qu'avec l'Italie, par exemple. Le point de départ n'est pas le même. Et il est clair que les pays qui ont connu le socialisme réel étaient des pays qu'on appellerait aujourd'hui des pays du tiers-monde. Et ils sont passés dans la partie du monde développé. Donc ça, c'est un premier point, parce que le socialisme s'est installé dans les pays de la périphérie du capitalisme et pas dans les pays du centre du capitalisme, donc pas dans les pays les plus riches, mais dans les pays les plus pauvres, ou parmi les plus pauvres. Et donc, sur ce plan-là, le bilan est positif, puisque en moins d'un siècle, ils ont rattrapé, grosso modo, le niveau économique des pays développés. Ça, c'est le premier point pour ces pays. Le deuxième point, c'est que, pour parler d'une façon caricaturale, si vous vous rappelez
Après 1917, lorsque l'Union soviétique se forme, les caricatures des bolcheviks étaient de présenter les bolcheviks avec un couteau entre les dents. Quelque part, la peur du bolchevique avec son couteau entre les dents a poussé les pays capitalistes développés à accepter des concessions sociales qu'ils n'auraient jamais acceptées si le camp socialiste n'existait pas. C'est-à-dire une grande partie des avantages sociaux, des acquis sociaux des pays occidentaux n'existaient pas en 1913. Et ils ont existé parce que le mouvement ouvrier international a reçu un formidable accélérateur à cause de la révolution russe, qui a imposé soit des partis communistes, soit au moins des partis sociodémocrates qui ont dû faire un peu plus de socialisme que ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas été talonnés par les bolcheviks et les communistes. Donc ça me semble aussi très important. Le troisième point, qui est sans doute aussi fondamental, c'est que sans la révolution russe, il n'y aurait pas eu le congrès des peuples d'Orient de Bakou, et sans le congrès des peuples d'Orient de Bakou, il n'y aurait sans doute pas eu le formidable mouvement de décolonisation et de libération nationale dans les pays coloniaux. Alors de façon directe, ça se mesure dans certains pays coloniaux comme la Chine, comme le Vietnam, qui sont passés au socialisme en même temps qu'ils menaient leur lutte de libération nationale, mais même ceux qui ne sont pas directement passés au socialisme, tout au moins au socialisme, disons, orthodoxe, on ne peut pas imaginer, la guerre de libération nationale algérienne sans le camp socialiste. Et donc l'indépendance de l'Algérie. Pour prendre ces exemples, mais on peut le multiplier. En fait, toute l'Afrique, toute l'Asie se libère dans la foulée de la révolution russe. Non pas parce qu'ils copient la révolution russe, mais parce que l'URSS impose un nouveau rapport de force dans les affaires internationales qui fait que les peuples se sentent capables de relancer leur lutte de libération qu'ils ont toujours menée. Jamais les peuples coloniaux n'ont accepté d'être colonisés. Sauf que jusqu'au début du XXe siècle, leur lutte était systématiquement défaite. À partir des années 20-30, les choses changent. En particulier, parce qu'il y a quelque chose, alors peut-être qu'aujourd'hui on l'a un peu oublié, mais il y a quand même quelque chose qui est emblématique de la naissance du bloc soviétique, c'est l'appui de l'internationale communiste à l'insurrection d'Abdelkrim au Maroc, qui est un moment clé dans le basculement du communisme en faveur de la lutte de libération anticoloniale. Alors évidemment, Abdelkrim a perdu la guerre, a perdu l'insurrection. Mais l'insurrection d'Abdelkrim, elle lance le mouvement, puisque j'ai lu, quand le chef du FPLP, du Front populaire de libération de la Palestine, Georges Habash, se rend en Chine et rencontre Mao Tse-tung, il dit à Mao Tse-tung, nous venons en Chine pour apprendre auprès de vous comment faire la révolution. Et qu'est-ce que Mao Tse-tung leur répond ? Mais pourquoi vous venez me consulter ? Vous avez déjà un maître, il s'appelle Abdelkrim. Ce qui veut dire quelque chose quand même. Bon. Voilà, donc il faut bien voir cet aspect. Troisième bilan positif, c'est le fait que le bloc de l'Est, enfin l'Union soviétique, le bloc de l'Est et les pays socialistes vont imposer, après 1945, quand le rapport de force change, des mesures en faveur de la paix, du désarmement et de la sécurité collective. Alors, je ne dis pas que le monde est devenu idylliquement pacifique entre 1945 et la fin de l'Union soviétique, mais il est clair aujourd'hui que tant que l'Union soviétique existait, tant que les pays socialistes existaient, on avait une dynamique de paix et de désarmement qui s'est arrêtée avec la fin du bloc socialiste. Vous n'avez qu'à regarder la presse de l'époque et la presse d'aujourd'hui. Combien de fois dans les journaux, quelles que soient leurs orientations politiques, avant les années 90, on utilisait les mots paix, désarmement, sécurité collective. Et combien vous voyez aujourd'hui dans les médias, est-ce que vous entendez parler de désarmement ? Est-ce que vous entendez parler de sécurité collective ? Vous entendez à peine parler de paix. Donc c'est révélateur, le vocabulaire ne change pas par hasard. Le vocabulaire change quand les rapports de force changent. Or, les rapports de force changeaient quand il y avait un ensemble de pays qui se réclamaient du socialisme, quoi qu'on pense évidemment de ce socialisme. Maintenant, passons
puisque j'ai parlé des aspects positifs, passons quand même à des aspects qui sont moins positifs, voire négatifs. Alors, je vous disais tout à l'heure que les pays socialistes ont réussi une formidable avancée économique et sociale pour leur peuple, mais dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un développement extensif. C'est-à-dire construction d'usines, développement des villes, développement quantitatif. En revanche, quand ils sont arrivés à un état de société développée, le passage d'une économie extensive à une économie intensive a provoqué des crises qui n'ont pas été forcément bien gérées, c'est-à-dire passer d'une économie qui produit en quantité à une économie qui produit en qualité. Là, le socialisme réel tel qu'il a été inventé dans la foulée de la Révolution russe n'a pas pleinement réussi. On peut évidemment analyser les situations au cas par cas, production par production, etc. Mais incontestablement, c'est un point faible qu'il faut avoir en tête. Deuxième point faible, théoriquement, les communistes sont marxistes. Théoriquement. En pratique, ça varie. Parce que le fonctionnement du marxisme, la méthode marxiste, parce que le marxisme c'est une méthode, c'est pas une croyance, le marxisme c'est une méthode. Le marxisme, la méthode marxiste s'appuie sur un principe de base qui est un constat, enfin tout au moins du point de vue des marxistes, c'est que les sociétés fonctionnent selon la lutte des classes. Et les marxistes ont sans doute, enfin c'est notre avis, je pense à tous ici, étaient excellents pour analyser et décrire la lutte des classes dans les pays capitalistes ou historiquement dans les régimes antérieurs au capitalisme. En revanche, les marxistes ont été très faibles pour analyser en marxiste ce qu'était le socialisme. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, on a plus célébré dans les pays socialistes et dans les partis communistes pro-pays socialistes, ou pro-soviétiques, ou pro-chinois, peu importe, on a plus célébré le culte du socialisme réel qu'on a réellement analysé les contradictions sociales existant dans le socialisme. C'est-à-dire la lutte de classe qui se déroulait aussi dans les pays socialistes. Parce que les tensions, les purges, les conflits qui ont existé dans les pays socialistes, comment les expliquer, si ce n'est en termes de contradictions sociales? Ce qui prouve que dans le monde socialiste, il y avait des contradictions sociales. Mais jamais on n'a jamais vraiment osé les analyser. Alors il y a eu quelques débauches d'interprétation qui n'ont pas fait d'ailleurs consensus, mais je rappelle que Staline a développé la thèse que la lutte de classe s'aiguise en même temps que se développe le socialisme. Bon, la façon dont il a répondu à cet aiguisement, c'est par des moyens administratifs et répressifs, c'est peut-être pas les meilleurs. Mao Tse-tung a estimé la même chose, que la lutte de classe existe dans le socialisme, et il y a répondu par un autre moyen en faisant appel aux masses lors de la révolution culturelle pour qu'elles dénoncent les bureaucrates embourgeoisés. Les résultats, bon, on peut en discuter, mais bon, les résultats n'ont pas été pleinement satisfaisants au regard de tous. Mais d'une façon générale, l'analyse sociale de ce qu'ont été les contradictions dans le socialisme réel n'a pas été accomplie. À quoi j'ajoute un point, alors là, on pourra en discuter, vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, peut-être, mais je pense quand même qu'une des faiblesses du socialisme et du communisme, et même peut-être du marxisme, un point, disons, de non-réflexion, c'est que l'être humain a peut-être des besoins qui ne sont pas limités au matériel, ce qu'on appelle les besoins spirituels, et que sur ces questions-là, le positivisme du 19e siècle, dont le marxisme a été l'héritier, a été assez réducteur. Et j'ai envie de dire... parce que si vous regardez l'histoire du socialisme réel, il faut bien avoir en tête qu'il y a une analyse objective de la situation qui pousse ces pays vers la révolution. Mais il y a aussi un autre élément quand même. Il y a un élément de foi
Vous ne pouvez pas analyser la révolution russe ou la longue marche en Chine ou la résistance vietnamienne ou la résistance cubaine sans estimer, sans prendre en compte le fait que les communistes qui se sont battus et sacrifiés pour la révolution, ils y croyaient. Donc il y a un élément de croyance. Mais dans le marxisme, la croyance s'est associée à quelque chose qui est considéré comme négatif parce que ça vient du 19e. C'est une idéologie qui vient du 19e siècle, etc. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut réanalyser aujourd'hui à la lumière du bilan du XXe siècle et du bilan du socialisme réel sur ces questions. En particulier, le rapport du socialisme et des communistes à la religion qui a été, à mon avis, beaucoup trop simpliste au XXe siècle. Mais bon, ça c'est à discuter, mais j'ouvre cette porte qu'il est nécessaire, à mon avis, d'ouvrir. Pourquoi ? Parce que la première génération qui fait la révolution, elle sait pourquoi elle fait la révolution. Elle fait la révolution pour sortir le pays de la misère, pour sortir soi-même de la misère et pour sortir éventuellement le pays d'une domination coloniale. Mais la deuxième génération et surtout la troisième génération n'a pas vécu cette situation. Et donc, pour continuer le socialisme, il faut avoir quelque chose qui est du domaine de la conviction. Or, le socialisme, quand il a garanti aux populations un minimum social, les populations ont estimé que ça allait, que ce n'était pas la peine de s'engager plus et de se mettre à croire dans une espèce de mystique de la révolution, puisqu'on avait le plein emploi, puisqu'on avait la garantie d'emploi, puisqu'on avait un minimum de vie garanti, on avait la sécurité, ce qui donnait d'ailleurs d'assez bons résultats, parce que dans le bilan du socialisme positif, je n'ai pas dit que le bilan du socialisme réel, et quand je vous parle de ce bilan, je sais de quoi je parle, parce que j'y ai vécu avant 89, c'est aussi les relations humaines. Les relations humaines quotidiennes dans les pays socialistes étaient incroyablement meilleures que les relations humaines que nous avons dans les pays capitalistes. Je veux dire, c'est l'entraide, le fait d'échanger des services gratuitement, le fait d'être détendu au travail parce qu'on n'est pas surexploité, c'est quelque chose que tous les gens qui ont connu le socialisme réel, quelles que soient leurs opinions politiques, y compris les plus anticommunistes, regrettent. Allez en Allemagne de l'Est, allez en Pologne, allez en Yougoslavie, allez en URSS, allez au Kazakhstan, et vous leur demandez qu'est-ce que vous regrettez de l'époque du socialisme réel, la première chose qui vous répondra, c'est les relations humaines. C'est important quand même, les relations humaines, dans une société. C'est pas rien. Bon, donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. En même temps, c'est l'aspect négatif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout devenait plus facile, oui, on se sacrifiait plus trop pour la collectivité. Parce qu'on avait un manque de croyance, en fait, que les prédécesseurs avaient eu parce qu'ils avaient été sur le front, si je peux dire. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Le deuxième point, c'est que les pays socialistes sont, je vous disais tout à l'heure, à la périphérie du capitalisme. À la périphérie du capitalisme, c'est pas seulement économiquement, c'est aussi idéologiquement. C'est-à-dire que ce que Gramsci appelle l'hégémonie culturelle, elle reste dominante après les révolutions socialistes, y compris dans les pays de l'Est. C'est-à-dire que la culture bourgeoise domine l'humanité après 1917. Il y a une contre-culture prolétarienne, mais globalement quand même, le soviétique moyen, le yougoslave moyen, le polonais moyen, l'est-allemand moyen, subit la fascination de l'Occident bourgeois, sans en supporter les inconvénients. Donc il y a une espèce d'idéalisation, alors qui se manifeste partout, mais qui se manifeste en particulier chez ceux des habitants de l'Est qui sont les mieux placés. C'est-à-dire les cadres supérieurs, qui, eux, ont des contacts avec les pays occidentaux, ne serait-ce que pour des raisons diplomatiques, économiques, commerciales, etc. Je vous donnerai une anecdote pour que vous compreniez les choses. Attendez, c'est en 79, j'arrive à Paris
Et donc, je poursuis mes études de doctorat à Paris. J'arrive de Pologne. Et comme tous les étudiants, je cherche des petits boulots dont je n'avais pas eu besoin quand j'étais en Pologne, parce que j'avais une bourse. Parce que quand on était étudiant à l'Est, on avait une bourse et une maison d'étudiants et une cantine gratuite, parce qu'on estimait que les étudiants doivent étudier, donc ils ne doivent pas perdre leur temps à travailler. Bon, puisque pour le moment, ils doivent étudier. Donc ils doivent pouvoir étudier à plein temps. Hein. On en est loin. Donc moi, j'arrive à Paris. Et je dois commencer à travailler parce qu'il faut bien que je vive. Et je n'ai pas de bourse. Hein. Donc, je cherche des petits boulots. Et puis, on me propose un petit boulot parce que je m'inscris à la coopérative étudiante. Et je dis, voilà, les langues étrangères que je connais, anglais, polonais, etc. Puis un jour, on m'appelle, on me dit, écoutez, il y a une délégation de directeurs d'usines polonaises qui vient en France pour négocier un contrat avec une usine française. Ok, très bien, donc on me donne un contrat d'une semaine, pas beaucoup, mais enfin bon, c'est toujours ça à prendre. Et donc je pilote ces directeurs d'usines polonais dans une entreprise française pour négocier. Alors évidemment, il y a les négociations commerciales et techniques, mais on discute, quoi. Et je vois bien que les cadres de l'usine polonaise, qui sont des cadres du parti, regarde le patron français en disant « Regarde sa voiture ». Ils comparent avec leur voiture. « Oh, mais t'as vu la maison qu'il a ? Ah, mais t'as vu ça ?» Alors, ils comparent. Donc déjà, matériellement. Alors moi, comment je contre-attaque ? Je leur dis « Qu'est-ce que faisaient vos parents ?» Ah ben nos parents, ils étaient paysans à la campagne. Je dis, vous pensez que le patron français, ses parents étaient des paysans à la campagne ? Hein ? Sa belle voiture et sa belle maison. Hein ? Il y a 3, 4, 5 générations derrière lui. Hein ? Vous, sans le socialisme, vous seriez encore au cul des vaches. Ah ! Mais malgré tout, ils continuent à être fascinés par le bourgeois occidental. Hein ? Donc évidemment, 10 ans plus tard, ils ont voulu être les bourgeois occidentaux. Puisqu'ils étaient directeurs, donc ils se sont privatisés les entreprises pour eux. Bon. Tout au moins, c'est ce qu'ils ont espéré, parce qu'ensuite, il y a eu la concurrence occidentale qui les a balayés, mais ça, c'est autre chose. Donc, vous avez une couche de parvenus qui viennent des classes populaires, mais qui se déconnectent des classes populaires et qui deviennent une nouvelle bourgeoisie. Et ça, évidemment, les pays occidentaux, et les États-Unis en particulier, ont su très bien exploiter cette couche sociale émergente pour qu'elle se transforme en bourgeoisie comprador, hein, si on reprend le langage marxiste classique. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi il y a des pays qui n'ont pas fait ce basculement, ou tout au moins qui ont fait un basculement, mais pas tout à fait le même, la Chine, le Vietnam, la Corée du Nord, le Laos, Cuba, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Alors je pense qu'il y a différentes raisons. Je pense d'abord parce que la révolution dans ces pays-là a été plus récente et que donc les populations ont une expérience de la lutte des classes plus récente. Alors, je vous avais parlé de la révolution culturelle en Chine. On pense qu'on veut de la révolution culturelle, mais ça donne une expérience politique à une masse de gens. En Corée du Nord, on a la Corée du Sud, qui est quand même la menace directe, puisque le pays est occupé. La Corée du Sud est sous occupation américaine, quand même, faut pas s'imaginer. Et à Cuba, ce qui explique que beaucoup de Cubains sont pour la révolution, c'est parce qu'ils savent qu'à 90 km de Cuba, il y a la Floride, et qu'à la Floride, il y a tous les anciens propriétaires cubains qui n'attendent que le renversement pour pouvoir récupérer leurs propriétés et expulser les ouvriers ou les paysans qui les occupent aujourd'hui. Bon. Donc, ils ont quelque part une expérience de la lutte des classes qu'un Russe qui habite la Sibérie profonde n'avait pas. Donc tout ça existe. Et puis je pense aussi que ce qui a pu jouer un peu après 89, c'est que assez rapidement, dans les pays socialistes qui sont restés socialistes ou plus ou moins socialistes, il y a le spectacle du désastre social qui s'est passé en Europe de l'Est. Parce que c'est un désastre social. Hein, je veux dire, si vous regardez le nombre de populations de ces pays qui ont émigré après 89 parce qu'ils ne trouvaient plus de travail
et ils ne trouvaient plus à se nourrir. C'est énorme, hein. Vous avez des pays qui se sont complètement dépeuplés. La Bulgarie avait 9 millions d'habitants, elle en a aujourd'hui 6 et quelques. La Pologne a perdu 4 millions d'habitants. L'Ukraine, bon alors je ne parle pas de l'Ukraine, parce que l'Ukraine elle a 25 millions d'habitants alors qu'elle en avait 52. Mais il y a évidemment la guerre qui se rajoute à ça, donc le cas de l'Ukraine est un peu spécial, mais quand même. Le phénomène d'émigration est toujours typique d'une situation de crise. Hein. Les gens ne quittent pas leur pays avec joie. Ils la quittent parce qu'ils ne peuvent plus vivre au pays, hein, parce qu'il n'y a pas de débouchés dans le pays. Et donc l'Europe de l'Est devient le réservoir de main-d'œuvre à côté d'autres continents, après 89, parce qu'il n'y a plus de travail sur place, alors qu'avant, ils avaient tous un boulot. Bon. Dans certains pays, ils pouvaient aller à l'ouest, dans d'autres, ils ne pouvaient pas. Mais dans les pays où on pouvait voyager à l'ouest, comme la Pologne, les Polonais rentraient au pays avant 89, dans la plupart des cas, parce qu'ils avaient un boulot. Il y avait cette situation. Donc il faut évidemment l'avoir en tête. Donc voilà. Et donc, si on fait le bilan du socialisme réel, je pense que c'est une bonne leçon, à la fois pour le positif et pour le négatif, parce que ça nous apprend aussi qu'on ne peut pas mesurer l'histoire en temps court et en temps long. Et une des erreurs des communistes a sans doute été aussi de penser que le paradis communiste serait pour demain et que ça ne prendrait pas plus de temps que cela. Mais si vous regardez, après tout, les processus révolutionnaires qu'on a connus dans l'histoire d'avant, bon, je ne sais pas, prenons l'exemple de la Révolution française, quand le pouvoir passe des mains de l'aristocratie à la bourgeoisie, ça a pris plus d'une centaine d'années avant que la France atteigne le niveau d'une république bourgeoise, avec révolution contre révolution, révolution contre révolution, etc. Donc les choses ne peuvent pas aller aussi vite qu'on voudrait. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Alors, quelle est la situation actuelle ? Alors, la première chose, je pense que c'est général dans le monde, mais c'est en particulier le cas dans les anciens pays socialistes, c'est qu'il y a un très fort mécontentement. Mais que le mécontentement, il est double. C'est-à-dire que les sociétés de l'Est sont des sociétés malheureuses. Les sociétés de l'Est sont des sociétés malheureuses parce qu'elles ont perdu un certain nombre de choses qu'elles considéraient comme normales et qu'elles ont perdues, entre guillemets, par leur faute, ce qui crée un sentiment de culpabilité, parce qu'elles se sont laissées avoir. Donc ce sentiment est réel, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point, c'est que quand vous dites aux gens, mais si vous regrettez ce qu'a été le socialisme réel, pourquoi vous ne votez pas pour les communistes ? Quand il y en a, quand le parti n'est pas interdit, parce que dans plusieurs pays, il est interdit. Mais admettons que dans certains pays, il existe. Et les gens vous répondent, et de fait, ils ont tout à fait raison. On a eu les communistes au pouvoir et les communistes sont devenus des capitalistes. Qui nous dit que si on les remet au pouvoir, ils ne vont pas redevenir des capitalistes ? Donc, est-ce que c'est la peine de faire une deuxième révolution pour arriver à la même chose ? Parce que ce phénomène de trahison du socialisme, il a existé. Donc, ça veut dire quoi ? Pour un habitant basique de ces pays, ça veut dire que rien ne vous garantit qu'un communiste le restera. Et que quand il sera plus haut placé, il ne va pas passer dans le camp de l'ennemi de classe. Donc, est-ce que ça vaut la peine de tenter une deuxième fois ? Parce que malgré tout, une révolution, même relativement pacifique, c'est un effort. Est-ce que ça vaut la peine de faire un effort pour qu'on n'ait pas la garantie que la deuxième fois, ça marchera mieux que la première, c'est-à-dire qu'on ne se fera pas avoir une deuxième fois ? Ce qui pose la question, comment faire pour que des communistes restent communistes ? Et donc là, il y a évidemment un élément social
Il faut sans doute garantir une espèce de démocratie socialiste qui permette la rotation des cadres et le fait qu'on monte en haut, puis on descend en bas, puis on monte en haut, puis on descend en bas et on bouge, pour qu'il n'y ait pas un phénomène d'embourgeoisement. Donc ça, c'est un point. Mais le deuxième point, c'est aussi créer cette foi dans un homme nouveau, qui est quand même le but du socialisme et du communisme. C'est que le principe de base du socialisme, c'est que l'être humain est perfectible. Il peut s'améliorer. Et donc les tendances égoïstes, les tendances bourgeoises, les tendances capitalistes peuvent disparaître par un phénomène d'éducation, de socialisation. Et là, effectivement, les communistes au pouvoir ont échoué, en partie, à créer cet homme nouveau dont parlait Che Guevara. Ce qui réintègre la question que je posais tout à l'heure, comment donner aux communistes la foi nécessaire pour passer de la 3e génération à la 4e génération. C'est-à-dire la 4e génération qui ne connaît rien du capitalisme, pourquoi elle pourrait être communiste sans avoir la peur de l'ennemi de classe. Parce que finalement, le socialisme a fonctionné tant qu'il y avait la peur qu'ils allaient revenir. Et puis quand la peur a disparu, on s'est dit... Moi, j'ai vécu en 89 en Pologne, j'ai vu les gens, quand on leur disait au début des réformes, vous savez, dans 6 mois, c'est plié, vous aurez le capitalisme. Les gens vous disaient « Mais non, c'est pas possible. Mais non, comment voulez-vous? On a les industries d'État. C'est pas possible. La privatisation, mais qui va les acheter? C'est pas possible. » 6 mois après, c'était plié. Et c'est dans tous les pays de l'Est, ça a été fait de cette façon-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, une de mes amies journalistes va voir l'architecte de la réforme en Pologne, Balcerowicz, et lui pose la question très clairement. Monsieur Balcerowicz, vous êtes ministre des Finances, vous menez la politique de privatisation et de thérapie de choc. Qu'est-ce que vous allez faire quand la classe ouvrière se rendra compte qu'on n'arrive pas vers un capitalisme rayonnant? Et lui répond, mais vous en faites pas, tout est fait pour que quand ils s'en rendront compte, ce sera trop tard, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça très vite, très bien, très efficacement, et les gens se sont dit, on a été privatisé, on ne s'en est pas rendu compte. Oui, mais c'est trop tard. Il faut faire une nouvelle révolution maintenant pour de nouveau confisquer la propriété bourgeoise. Allez-y pour une nouvelle révolution. Surtout qu'à ce moment-là, les gens sont à la rue, ils sont en train de chercher des nouveaux boulots parce qu'on les a licenciés et qu'ils passent 10 heures par jour, 12 heures par jour pour faire des petits boulots parce qu'il faut aller nourrir les enfants et on n'a jamais connu ce genre de vie. Donc évidemment, ils sont bloqués. Donc ça, c'est une question, je pense, auquel il faut réfléchir. Et cette question, elle explique aussi pourquoi un deuxième phénomène qu'il ne faut pas non plus négliger, le marxisme à se considérer par rapport à son propre expérience, parce que le marxisme, ça ne tombe pas du ciel, ça vient de l'Europe du 19e siècle. Donc évidemment, dans l'Europe du 19e siècle, incontestablement, je pense que vous serez d'accord avec moi, la religion, c'était l'opium du peuple. C'est-à-dire que les églises que nous connaissions en Europe étaient, je ne parle pas des individus, mais globalement, les églises que nous connaissions en Europe étaient des structures qui légitimaient le pouvoir, qui légitimaient l'inégalité sociale et qui culpabilisaient les classes populaires. C'est la religion telle qu'elle fonctionnait réellement en Europe. Et donc, évidemment que la réponse logique à cela, c'était si la religion c'est ça, autant quitter la religion. Bon. Ce qui était tout à fait logique. Et
qui a donné naissance à l'idée, quand il y aura la propriété publique des moyens de production, c'est-à-dire quand la propriété privée des moyens de production, qui est la cause de la religion, mais de cette religion dont je vous parle, disparaîtra, la religion va disparaître parce qu'elle est inutile. Elle ne joue plus son rôle social de légitimateur des inégalités sociales. Or, on pense ce qu'on veut du socialisme réel, mais il a liquidé la propriété privée des moyens de production. Et la religion n'a pas disparu. Alors, elle a reculé dans certains pays, elle a moins reculé dans d'autres. La politique à l'égard de la religion a varié selon un pays, selon les époques. Elle a varié aussi en fonction de la religion, parce que par exemple en Russie, dans les années 20, vous aviez une attaque massive contre l'église orthodoxe, qui était l'église qui avait légitimé le tsarisme, mais en même temps vous aviez le processus des musulmans bolcheviques, parce que Lénine dit « Ah oui, mais les musulmans, c'est pas la même chose, c'est une religion d'un colonisé qu'on peut pas comparer avec la religion du colonisateur, donc les musulmans peuvent avoir des droits que les chrétiens ne doivent plus avoir, en tant que chrétiens, j'entends. » Bon. Donc il y a eu différentes périodes, différentes politiques, on peut en reparler plus en détail, mais globalement, le phénomène religieux n'a pas disparu, avec le changement de structure économique et sociale. Et on doit se poser la question, pourquoi ? S'il n'a pas disparu, c'est qu'il répond à un besoin humain. Et si on est vraiment des socialistes scientifiques, il faut analyser ça scientifiquement. Et pas, j'ai envie de dire, religieusement ou anti-religieusement. Parce que l'anti-religion, c'est aussi une forme de religion. C'est-à-dire, c'est de l'idéalisme. Mais si on veut analyser les choses de façon matérialiste, c'est que la religion, elle répond à un besoin humain. Et si elle répond à un besoin humain, analysons-le. Mais ce n'est pas forcément la même religion. Donc ça, c'est aussi un point qui me semble important et qui d'ailleurs est important, parce que si vous allez en Russie aujourd'hui, que vous parlez à des membres du Parti communiste russe, ils sont tous religieux aujourd'hui au Parti communiste. Ils se disent marxistes-léninistes, mais ils vont à la messe ou à la mosquée. Ce qui n'aurait été impossible en URSS. Donc il y a bien un changement. Et pourquoi il y a un changement ? Il faut se poser la question. Ils restent communistes. Dans un pays où c'est plus très facile d'être communiste, ils ont le portrait de Lénine, voire le portrait de Staline, mais ils vont à l'église ou à la mosquée. Je suis marxiste, moi je considère que les faits, il faut les analyser. Et essayer de les réfléchir. Voilà. Donc voilà les questions auxquelles j'essaie de répondre et qui m'amènent à imaginer que le socialisme répond à des besoins réels, puisqu'il a déjà répondu à des besoins réels, et que les sociétés qui l'ont connu éprouvent toutes, et y compris pour les anticommunistes, une nostalgie pour cette époque. Vous ne trouverez pas un seul Allemand de l'Est qui a vécu en RDA qui n'aura pas une nostalgie pour la RDA, même s'il vote extrême droite. Vous ne trouverez pas un Russe ou un Ukrainien ou un Kazakh qui n'aura pas une nostalgie de l'Union soviétique. Enfin, très, très, très rarement. Ce qui change aussi, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez en Chine, vous rencontrez que les Chinois, ils sont tous très contents d'avoir quelque chose qui n'est pas le capitalisme, même s'ils sont critiques à l'égard de tel ou tel aspect du fonctionnement de leur pays. C'est-à-dire qu'on n'est plus comme dans les années 90 où même la jeunesse chinoise se disait « Oh, finalement, le modèle occidental, c'est génial ». Non, c'est fini maintenant. Si vous allez voir les jeunes Chinois aujourd'hui, ils ne vous disent pas que les États-Unis, c'est formidable. Ils ne vous disent pas que la Chine, c'est le paradis sur Terre. Mais ils vous disent « Oui, mais enfin, quand même, on a en Chine des choses que vous n'avez pas ». Donc les choses changent. Ce qui m'amène à penser que oui, on doit préparer le socialisme 2.0. Et puisqu'on doit le préparer, mettons-nous au travail. Réfléchissons ce qui a pas trop bien fonctionné dans le socialisme 1.0, y compris dans les partis communistes et les mouvements communistes dans les pays capitalistes qui ont suivi
peut-être un peu trop passivement le culte des pays socialistes. Faisons une analyse scientifique de ce qu'a été le socialisme et de ce que devrait être le socialisme, de ce qu'est le socialisme réellement existant encore aujourd'hui dans les pays qui s'en réclament, et voyons les lacunes qui ont marqué le socialisme réel et qui, à mon avis, sont tout à fait dépassables. J'ai envie de dire, même un pays qui souffre terriblement aujourd'hui, comme Cuba, eh ben, malgré tout, vous voyez quand même beaucoup de Cubains qui manifestent leur résilience dans une situation dramatique. Alors la question maintenant du socialisme, une petite digression aussi, c'est pas forcément des régimes strictement marxistes-léninistes. Je vous donnerai un exemple. L'Iran. L'Iran, on nous dit que c'est le règne des mollahs, que c'est la théocratie et que c'est le capitalisme. L'Iran, vous entendez parler des pasdaran dans la presse, des gardiens de la Révolution, on n'en parle que quand ils se battent contre les Occidentaux, enfin contre les Américains en l'occurrence, ou quand ils répriment des manifestations, appelons-les comme ça, pro-occidentales. Mais vous ne savez peut-être pas que les gardiens de la Révolution, c'est 11 millions de membres. 11 millions. Et que les gardiens, et surtout les gardiennes de la Révolution, parce qu'il y a plus de femmes chez les pasdaran que d'hommes, elles travaillent dans des coopératives. Dans des coopératives. C'est-à-dire dans des structures économiques dont elles sont co-gestionnaires. Bon, c'est peut-être du capitalisme, mais ce n'est pas tout à fait le capitalisme classique. C'est ce qui explique que vous avez des Iraniens qui vous disent « mais l'Iran aussi est un pays socialiste. Mais c'est un pays socialiste islamique. » Bon, je suis prêt à en discuter. Mais il faut en discuter. C'est-à-dire que vous avez des tendances socialistes qui apparaissent, y compris chez des gens qui ne se réfèrent pas au marxisme-léninisme. Vous regardez au Venezuela, ils ne sont pas tous marxistes-léninistes au Parti socialiste unifié du Venezuela. Mais ils essaient quand même de faire quelque chose qui s'appelle le socialisme du XXIe siècle. En Bolivie, Morales, il n'est pas un marxiste-léniniste. Il est socialiste, il prend un peu de marxisme, un peu de culture indienne, un peu de christianisme, il mélange tout ça et il essaie de faire son socialisme avec ça. Bon, on pense ce qu'on veut d'eux, mais pourquoi est-ce qu'on devrait les regarder avec cette espèce de condescendance ? Ah, c'est pas des vrais marxistes-léninistes, donc ils sont pas tout à fait corrects, nous on sait mieux qu'eux. Non, on ne sait pas mieux qu'eux, eux ils font quand même un mouvement de masse. Nous, en Europe, les mouvements de masse, je pense qu'on n'est pas à l'avant-garde de l'humanité en ce moment, donc on n'a pas de leçons à donner. Voilà. Donc je termine là-dessus et peut-être qu'on peut discuter. Je pense que c'est plus ça qui est important. Sans doute. Alors, bon, la religion, comme tous les phénomènes, y compris le communisme, est contradictoire. C'est-à-dire la religion peut être réactionnaire. Je veux dire, je n'ai pas besoin de vous dire, mais les néo-évangélistes américains, les islamistes takfiristes ou les sionistes religieux, c'est pas notre tasse de thé. Mais Morales, c'est beaucoup plus sympathique, Abdelkrim, c'est beaucoup plus sympathique, etc. Donc on ne peut pas mettre les choses. Mais j'ai envie de dire, mais attendez, chez les communistes, on a eu aussi les Khmers rouges, hein. Donc on n'a pas à dire qu'on est à l'abri du fanatisme, de l'intolérance, etc. Pol Pot était un intellectuel. C'était quelqu'un qui connaissait parfaitement Marx et Lénine, et pourtant, bon, ce qu'il a réalisé, peut-être pas tout à fait l'idéal vers lequel nous tendons. Donc voilà. Et donc, oui, la religion, c'est ce qui établit des liens. Et les gens en ont besoin. Et moi, je vais vous dire, je suis toujours en contact avec des marxistes maliens.
qui m'ont dit quelque chose d'assez intéressant que je n'aurais pas vraiment accepté il y a, je sais pas, 40 ans ou 50 ans. Ils m'ont dit, mais en fait, l'homme a un besoin spirituel. Ça fait partie de ce qui caractérise l'être humain. Ce qui est terrible dans le capitalisme, c'est qu'en fait, le capitalisme empêche la spiritualité, parce qu'il réduit tout au terre à terre. Il dit, c'est dans le socialisme qu'on va avoir une vraie libération de la spiritualité humaine. Bon, alors évidemment que leur marxisme, c'est un marxisme islamique. D'accord que ça peut choquer un Européen de dire marxisme islamique. Mais au nom de quoi je devrais leur dire, vous vous trompez, camarades? C'est moi qui ai raison, et pas vous. Parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, en termes de bilan, ils en font peut-être plus que nous. Donc finalement, qui avance plus vite vers le socialisme, eux ou nous? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Alors, Deng Xiaoping, il a sans doute profité de deux choses. Bon, on peut penser ce qu'on veut de Deng Xiaoping par rapport le rôle qu'il a joué dans les différentes luttes de fraction en Chine, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais Deng Xiaoping est quand même un enfant de la longue marche. Donc, quand on dit Deng Xiaoping, c'est celui qui embourgeoise la Chine, je m'excuse, mais il a fait la longue marche, il a quand même payé cher le droit de s'appeler révolutionnaire, quand même. Hein. Bon, parce que moi, la longue marche, je ne sais pas si j'aurais survécu 100 km. Hein. Eux, ils en ont fait 10 000. Bon. Donc, quand même, un peu d'humilité. Hein. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a eu un concours de circonstances. Alors, il s'est rendu compte, évidemment, de la direction dans laquelle allait l'Union soviétique, sous Gorbatchev, parce que l'avantage, si je peux dire, de la Chine, c'est qu'au cours de l'année 89, il y a 2 chefs d'État qui visitent la Chine. Enfin, il y a plus que 2 chefs d'État, mais enfin, il y a 2 chefs d'État qui nous intéressent ici et qui visitent la Chine et qui rencontrent Deng Xiaoping. Le premier, c'est Erich Honecker, et le deuxième, c'est Gorbatchev. Alors, vous ne savez peut-être pas que Erich Honecker est allé en Chine à ce moment-là, au moment de, entre guillemets, Tiananmen, et qui rentre à Berlin-Est, alors quelques mois avant la chute de la RDA, et qui dit à ses camarades du parti, en fait, on s'est gouré. Dans les années 60, ce n'est pas l'Union soviétique qu'on aurait dû choisir, c'est la Chine. Bon, c'était trop tard. Ça n'a pas préservé la RDA, mais bon. Ça veut dire quand même que les discussions qu'il a eues avec Deng Xiaoping ont dû être fort intéressantes pour qu'il arrive à cette conclusion. La deuxième rencontre, c'est Gorbatchev-Deng Xiaoping. Où Deng Xiaoping dit « mais c'est un imbécile celui-là ». C'est textuel aujourd'hui, on le sait. Que la réaction de Deng Xiaoping, c'est « mais il est complètement idiot ce type ». Il mène le pays vers où ? L'Union soviétique, en l'occurrence. Et donc, effectivement, je pense que les dirigeants chinois, à ce moment-là, se sont dit non, ça ne va pas du tout. On ne va pas du tout faire ce que nous demandent les Américains et ce que nous propose Gorbatchev. On va choisir autre chose. Et donc, bon, ils ont choisi de réformer le socialisme, mais pas de remettre en cause la planification, la propriété publique de tous les secteurs stratégiques de l'économie, la propriété publique de la terre, et last but not least, comme on dit en bon français, la superstructure idéologique, parce qu'en Chine, à l'école, on continue à apprendre Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao Tse-tung. Donc on forme la société à cela. Donc évidemment, avec ça, je ne sais pas si c'est suffisant, mais enfin ça explique quand même que les Chinois ont choisi une autre voie, comme d'ailleurs les Vietnamiens, qui ont fait à peu près le même chemin que les Chinois idéologiquement. Alors c'est différent pour les Nord-Coréens, mais ont fait un autre chemin, mais toujours dans le socialisme, le Laos aussi, et puis évidemment Cuba.
Oui, alors justement, c'est intéressant parce qu'évidemment, alors il y a des idéalistes qui font des BRICS le nouveau mouvement des non-alignés. C'est pas ça. Les BRICS, c'est la volonté d'un certain nombre d'États de mener une politique souveraine. Qui dit politique souveraine, dit pas du tout la même politique. Donc il ne s'agit pas évidemment d'imaginer que les pays des BRICS veulent aller dans la même direction. Mais ils ne veulent pas être dépendants du dollar. Ça, c'est la première chose. Et ils veulent pouvoir avoir une autonomie monétaire, à partir de quoi ils pourront choisir leur propre modèle de développement. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc les BRICS, c'est ça. C'est tout ça et pas plus que ça. Donc il ne faut pas en faire la citadelle de la révolution prolétarienne ou je ne sais pas quoi. Bon, comme certains en rêvent déjà. En revanche, à l'intérieur des BRICS, on a des pays qui vont plus loin, c'est-à-dire qui remettent en cause des éléments du capitalisme de façon très différente. Je parlais de la Chine, évidemment, mais je parlais aussi de l'Iran. Parce que l'Iran, ce n'est pas une économie capitaliste classique. Alors évidemment, ce n'est pas au nom du marxisme-léninisme, on est d'accord. Mais non, quand vous avez 11 millions de membres de coopératives dans un pays, ça veut dire que c'est des coopératives. C'est une économie coopérativiste pour une large partie de la population. C'est une économie qui, quelque part, est planifiée. Donc il y a des éléments de ce qu'on appelle le socialisme. En Russie, qui a connu une vague de capitalisme sauvage, vous commencez à avoir, dans la foulée de la guerre avec l'Ukraine, qui est une tragédie comme toutes les guerres, vous commencez à avoir quand même, vous sentez à l'intérieur de l'appareil d'État un conflit plus que latent, un conflit public entre des dirigeants qui veulent continuer dans le capitalisme libéral, même s'il y a le conflit avec l'OTAN, et puis vous en avez qui disent non, il faut quand même revenir vers une économie plus étatisée, plus planifiée, plus redistributive. Alors, ils ne parlent pas de socialisme, mais quand même, je pense quand même que tous ces facteurs de multipolarité, de souveraineté, participent de la recherche d'un autre monde. Alors, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Ce n'est pas le paradis communiste qui va arriver avec ça, mais c'est déjà, on décroche d'avec la logique dominante du néolibéralisme globalisé, etc. Bon, les choses vont avancer petit à petit, pas en accéléré, enfin à moins évidemment que les fous comme Trump et autres se lancent dans une guerre mondiale, où là effectivement ce sera autre chose, mais je pense que le camp impérialiste, c'est-à-dire le bloc central, est en train de s'effriter. Il s'effrite. Alors, ça prendra du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais je pense que... Bon, alors là, vous allez me dire, je me trompe peut-être, mais je pense que la guerre avec l'Iran a fait basculer la dynamique du monde d'une dominance américano-occidentale de fait à l'effritement de cette dominance. Bon, ensuite, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Mais y a un changement qualitatif qu'on a atteint. À partir de quoi les sociétés doivent s'emparer de cette réalité. Et c'est ce que nous devons essayer de faire ensemble. Ici, là où nous sommes, faisons en sorte que de nouveaux modèles sociaux soient envisageables et constructible. Voilà. Chacun dans son pays, avec les conditions du pays dans lequel nous nous trouvons. Hein. Nous, notre ennemi, il est bon, alors je sais que formellement la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais à Paris, d'où je viens, notre ennemi, il est à Bruxelles et à Washington. Hein. Bon, ça c'est clair. Nous aussi, t'inquiète. Mais je pense que c'est l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire que si vous faites l'histoire de la religion en Europe, c'est quoi? C'est des églises hiérarchisées hors de l'église point de salut. Bon, donc on marche droit. C'est des églises militarisées.
c'est des guerres de religion sans fin, et c'est la justification du colonialisme. Donc évidemment, si vous vous retrouvez... c'est pour ça que c'est très intéressant si vous lisez bien Marx sur la religion. Quand Marx commence à étudier la religion, il étudie la religion qu'il connaît, c'est-à-dire européenne, chrétienne, avec son héritage. Quand je dis que je critique le christianisme, je ne prends pas position en ce moment sur Jésus-Christ, hein. Je prends position sur ce que comment ça fonctionnait concrètement, administrativement, depuis le Moyen-Âge en Europe. C'est une structure d'oppression. Au nom de Dieu, mais une structure d'oppression. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne trouvait pas des moines absolument exemplaires ou, je ne sais pas, un mystique ici ou là qui était tout à fait exemplaire. Mais globalement, c'était quand même une structure d'oppression dont on est sorti avec la laïcité. On pense ce qu'on veut de la laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui selon les pays, mais quelque part, c'est une bouffée d'oxygène par rapport à ce qu'avait été l'Europe du XVIIe, XVIIIe siècle, etc. Et qu'on peut revoir d'ailleurs avec le néo-évangélisme qui apparaît, qui finalement est un remake de ce genre d'histoire. Bon, dans le reste du monde, la religion... c'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire déjà, premier point, tu as parlé de l'islam, l'islam, par la force des choses, c'est une religion qui a joué un rôle, qui a mobilisé les populations coloniales contre le colonialisme, de façon spontanée, hein, mais réelle. Bon, donc, quelque part, le fait de s'accrocher à l'islam, il a permis de se tenir face aux colons. Et si on regarde Marx, justement, quand Marx analyse le christianisme, il l'analyse comme je viens de dire. Et puis tout d'un coup, il s'intéresse à... ce qui fait basculer chez lui les choses, c'est deux choses. C'est l'insurrection des Sipais en Inde, et je vous conseille de lire son article pour le New York Tribune sur l'insurrection des Sipais, parce que c'est un article qui vous répondra si vous le lisez, vous avez la réponse à tous ceux qui vous disent le 7 octobre, le Hamas, quand même, lui, il dit, les Sipais, oui, ils commettent des actes violents, etc. Mais qui est à la source de cette violence ? Et donc, parce que les Sipais, qu'est-ce qu'ils font ? Oui, ils massacrent, mais ils massacrent pas n'importe comment. Les Sipais sont des hindous qui se révoltent contre les Anglais et qui placent à leur tête le descendant de l'Empire moghol qui est musulman. Bon, c'est un mouvement de libération nationale, coalition islam hindouiste contre le colon anglais. Alors ils massacrent. Mais qui ils massacrent ? Alors, je ne parle pas des soldats anglais, bon, ça on comprend. Mais ils massacrent les convertis au christianisme. Par contre, ils ne massacrent pas les Anglais en Inde qui se sont convertis à l'islam. Parce qu'ils les considèrent, vous vous êtes convertis à l'islam, vous avez pris une des religions indiennes, donc vous n'êtes pas des colons. Par contre, l'Indien qui s'est converti au christianisme, vous êtes un traître. Donc, et Marx analyse ça. Oui, il dit, oui, évidemment, c'est pas agréable, mais il analyse ça. Donc il y a ça. Ensuite, il analyse Abdelkader. Il fait une grande analyse d'Abdelkader. Et au départ, il pense, oui, les Français apportent la civilisation, la culture, enfin, le progrès économique et technique. Puis ensuite, il découvre que c'est pas du tout le progrès économique et technique que les Français apportent. C'est dramatique. Enfin, puis il découvre qu'avec Abdelkader, il y a une certaine noblesse de la personne, tout ça. Et donc, il change son attitude. Et ce qui est le plus touchant chez Marx, c'est qu'un an avant sa mort, il va à Alger. Alors, il va à Alger pour une raison... D'ailleurs, ça a mal marché parce que son médecin, il est très malade. Il va mourir un an plus tard. Il est très malade des poumons. Et son médecin lui dit, écoutez, allez en Algérie parce que c'est le climat sec. Ça va faire beaucoup de bien pour vos poumons. Malheureusement, il arrive à Alger, il n'y a que la pluie. Donc sur ce plan-là, c'est raté totalement. Mais enfin, il est à Alger. Et il écrit à sa fille. Alors, c'est quelque chose de très intime, puisque c'est une lettre qu'il écrit à sa fille. Et
Et cette lettre, c'est très touchant parce qu'il est dans un café. Alors, comme on disait à l'époque, un café mort, c'est-à-dire un café arabe. Et il dit, ce qui est étonnant, enfin, je cite pas, je cite de mémoire. Hein, il dit ce qui est, non, plus qu'étonnant, il utilise un mot plus fort, ce qui est, je sais pas, touchant, c'est de voir qu'à la même table, il y a des Arabes qui ont des beaux vêtements et d'autres qui ont des vêtements en loques, mais pour un vrai musulman. Et il dit pour un vrai musulman, ce qui est important, parce qu'à l'époque, on disait mahométan pour les Occidentaux. Et lui, il fait l'effort d'utiliser le mot musulman. Pour un vrai musulman, la différence de statut, riche ou pauvre, n'a pas l'importance qu'elle a dans les pays, enfin, chez nous, quoi. Et il conclut en disant... et c'est ça qui fait la force. Et il dit, et leurs chefs, les chefs des Algériens, ont raison de dire que c'est cette foi qui leur empêche, qui leur permet de résister aux infidèles. Et il utilise le mot infidèle, en l'occurrence les Français. Et il termine par cette phrase en disant « Mais ils sont foutus s'ils n'arrivent pas à créer une organisation révolutionnaire. » Ce qui est quand même... On est en 1880, hein, 1954, c'est encore loin. Hein. Et je me dis, mais quand même, il n'est pas idiot, ce Marx, quand même. Hein. il a quand même senti des choses. Mais bon, cette lettre, elle est très peu connue, parce que, bon, c'est une lettre à sa fille, c'est pas une lettre politique, mais en fait, finalement, elle est peut-être aussi importante que des textes politiques, finalement. Et donc, on voit qu'il commence à penser que la religion, ça dépend. D'ailleurs, même sur le christianisme, il a évolué. Parce qu'à un moment, il critique le christianisme dans sa globalité, puis ensuite il dit, oui, mais enfin, Jésus, il est quand même un personnage très sympathique, il aime beaucoup les enfants. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça a quand même son importance. Vous abordez une question que je n'ai pas abordée et qui est aussi importante, c'est dans quelle mesure, quand on fait la révolution, on rompt mentalement, totalement avec la culture qu'on a héritée de génération en génération. C'est-à-dire que... Alors ça peut poser la question des rapports interethniques ou interreligieux, mais ça pose aussi la question des rapports sociaux. C'est-à-dire que le paysan russe qui se trouve propulsé à un poste de direction, la seule expérience concrète qu'il a du pouvoir, c'est comment on le faisait souffrir et comment celui qui le faisait souffrir gérait le pays. Et donc, propulsé au pouvoir, il n'a que ce modèle en tête. Il est le produit de cette société, avec les préjugés de cette société. Alors, la révolution, c'est évidemment une rupture mentale, mais on sait aujourd'hui quand même, je vous conseille de lire un ouvrage qui ne porte pas sur l'URSS, mais qui est quand même intéressant, c'est Erich Fromm, La fuite de la liberté. Alors lui analyse le nazisme, et il montre, et il analyse comment la psyché allemande, puisqu'il est allemand, il s'occupe de l'Allemagne, a fait que finalement le peuple allemand a voulu fuir la liberté en se remettant dans les mains de Hitler. Donc il admet que ce n'est pas le méchant Hitler qui prend le pouvoir, c'est que le méchant Hitler, il prend le pouvoir parce qu'une partie importante de la société allemande lui délègue ce pouvoir parce qu'elle ne veut pas être libre. Parce qu'elle ne veut pas être libre. Parce qu'elle préfère avoir un chef qui prend toute la responsabilité sur lui. Et quelque part, c'est l'héritage de siècles de servage, bon. Et en Russie, en Chine, au Vietnam, en Pologne, en RDA, on a des siècles d'oppression qu'on ne liquide pas par un coup de baguette magique. Il faut quand même être conscient de ça. Et
Alors, je ne parlerai pas pour les questions ethniques en URSS de colonialisme, au sens où le colonialisme, c'est l'idée d'aller piller un territoire pour nourrir la métropole. Or, l'URSS, avec toutes les critiques qu'on peut faire de l'URSS, ça n'a jamais été une puissance coloniale qui s'est enrichie aux dépens des périphéries. C'est-à-dire que la Russie, en fait, a financé le développement des régions périphériques. Ce qui explique d'ailleurs la fin de l'URSS, puisque les dirigeants de la République russe disent qu'il faut quitter l'URSS parce qu'on donne trop d'argent aux Kazakhs, aux Tadjiks, aux Azéris, etc. Et ça nous coûte trop cher. Et quand on aura une Russie indépendante de tout ça, on sera plus riche. Bon, Yeltsin, c'était son argument pour proclamer l'indépendance de la Russie. Ce qui s'est passé en URSS, et les questions interethniques en URSS, il faut les replacer dans le contexte de toutes les tensions qui ont traversé cette société pendant toute la période soviétique. Et qui ont mené à toutes sortes de purges, de contre-purges. Je fais attention à vous dire purges et contre-purges, parce qu'on s'imagine toujours que l'URSS sous Staline, c'est un demi-dieu là-bas au pouvoir, et qu'il prend son téléphone et qu'il décide, selon ses caprices, qu'il faut arrêter telle personne, fusiller telle personne, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. L'URSS, c'est une direction collective, et Staline est un arbitre. Un arbitre plus ou moins puissant, selon les moments, parfois assez puissant, parfois moins puissant, et qui navigue entre les fractions. Alors la question, c'est de poser la question, les fractions représentent quoi ? Et les fractions qu'on a au pouvoir pendant toute la période soviétique, elles peuvent représenter des classes sociales, réelles ou émergentes, elles peuvent représenter des lobbies économiques, elles peuvent représenter des lobbies ethniques ou ethnico-économiques. Et le bureau politique, avec Staline à sa tête, arbitre en fonction de ces conflits. Alors, il arbitre, je ne dis pas qu'il arbitre bien, mais je dis il arbitre. C'est-à-dire qu'il prend des décisions. Par exemple, vous parlez des Tchétchènes, je ne dis pas que c'est juste ce que je vais vous dire, mais quand les troupes allemandes approchent des territoires du Caucase, donc des territoires tchétchènes et ossètes, c'est toujours problématique, évidemment, quand on fait des jugements globaux, essentialisés. Mais grosso modo, lorsque l'armée rouge reprend ces territoires, les Ossètes disent les Tchétchènes, c'est tous des collabos des nazis. Parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ça. Et comment ça ? On tranche en disant, bon, si on déporte les Tchétchènes, ils ne vont pas se faire massacrer par les Ossètes. Je ne dis pas que c'est une bonne réponse. J'essaie d'expliquer comment ça se gère. Ça se gère à la, entre guillemets, à la russe. C'est-à-dire au knout. Parce qu'on a été habitué pendant des siècles à ça. C'est-à-dire quand il y a un conflit, on déplace la population, on élimine, on sépare, de la même façon que si vous avez une rixe dans la rue, vous pensez pas qui a raison, qui a attaqué, vous les séparez. Vous leur donnez des coups à droite, à gauche, et puis vous les séparez. Ça, c'est l'éducation tsariste pendant des siècles. Et les soviétiques sont les enfants du tsarisme aussi. C'est pas parce qu'ils ont fait la révolution. Alors, ça ne justifie pas. Bien sûr que des communistes ne devraient pas se comporter de cette façon-là. Ils devraient se comporter plus rationnellement. Mais le facteur humain joue quand même dans une société. Et c'est vrai que si vous regardez, je vous parlais tout à l'heure des rapports humains, le socialisme a amélioré les rapports humains, mais ce n'est pas venu tout de suite. Si vous demandez à un Russe aujourd'hui quel est le meilleur chef d'État que la Russie a connu dans son histoire, vous aurez deux réponses qui vont vous choquer. Pierre le Grand et Staline. Vous allez me dire, Pierre le Grand et Staline, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais si vous leur demandez quelle est la période au XXe siècle qui est la plus heureuse pour vous,
Ils vont vous dire à la période Brejnev. Pas la période de Staline. Donc Staline est le meilleur, mais on vivait mieux sous Brejnev. C'est-à-dire que parce que sous Brejnev, il y avait un niveau de vie qu'on n'avait pas eu avant. Il y avait les fruits du socialisme, c'est-à-dire garantie d'emploi, etc., vacances, congés payés, etc., etc. Et puis, il n'y avait pas une répression de masse. Donc ça va, c'était pas mal, c'était pépère. Donc on adore Staline, mais on préfère vivre sous Brejnev. Hein, mais ça, c'est la société réelle. Hein. C'est pas la théorie, là, c'est la pratique. Ah, c'est une très bonne question. Effectivement, je n'ai pas beaucoup abordé, mais chez Delga, quand vous irez chercher les bouquins, pas les miens là, ici, mais vous avez sur l'écologie en URSS un bouquin, vous en avez un autre, je pense, qui est en préparation, je ne sais pas s'il sortira sur l'écologie à Cuba. Et c'est fort intéressant parce qu'effectivement, contrairement à ce qu'on pense, il y a eu une pensée, alors ça ne s'appelait pas écologie à l'époque, enfin une pensée environnementaliste en URSS, qui paradoxalement était beaucoup plus développée sous Staline que sous Khrouchtchev. Sous Khrouchtchev, il y a eu une régression par rapport à la période stalinienne où on prenait plus en compte la nécessité de tenir compte de la nature. Khrouchtchev, c'est un ultra-moderniste, il veut aller très vite, il faut avoir beaucoup de production de maïs, il faut pas, etc. Et donc le modèle pour Khrouchtchev, il l'a dit d'ailleurs, c'est rattraper l'Amérique. Mais si vous voulez rattraper l'Amérique, c'est que vous pensez que l'Amérique, c'est le nec plus ultra. Staline n'aurait jamais dit que le but de l'URSS, c'est de rattraper l'Amérique. C'était de créer une société alternative par rapport à l'Amérique, pas de la rattraper. Donc Khrouchtchev, effectivement, son modèle, c'est les grandes exploitations américaines du Midwest. Mais Staline, c'est pas ça. Staline, c'est des kolkhozes autosuffisants, largement autosuffisants, et avec un équilibre. Enfin, quand je dis Staline, c'est pas Staline, c'est les scientifiques soviétiques qui ont proposé une politique que la direction du Parti communiste, avec Staline, a trouvée tout à fait rationnelle. Et donc, effectivement, vous avez... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques erreurs qui ont été commises sous Staline, Lysenko, etc., on peut en discuter, mais l'idée qu'il faut prendre en compte la nature, ça a été pris en compte à certains moments de l'histoire de l'URSS de façon très, très sérieuse. Et la planification aide, parce que l'atout de la planification, c'est que quand on a décidé d'aller dans une direction, on y va vraiment. Et sur le long terme. Alors évidemment, si la décision est mauvaise, c'est assez mauvais, mais si la décision est bonne, ça va beaucoup plus loin que ce que font les capitalistes qui changent au gré du marché, etc. Voilà, donc ça, effectivement, c'est un point essentiel, oui, tout à fait. Ça dépend évidemment du pays qu'on étudie et de l'accès aux archives qu'on a selon les pays. Mais bon, il y a 15 ex-républiques soviétiques et les lois ne sont pas du tout les mêmes dans les 15 républiques. Donc on peut évidemment aller dans une république où on va avoir des réponses qu'on ne pourrait pas trouver dans l'autre. Donc ça, c'est un premier point. Puis en plus, il y a les autres ex-pays socialistes qui ont aussi des politiques d'archives, la Pologne, la Roumanie, etc. En Roumanie, par exemple, on a des travaux assez sérieux avec les archives roumaines. Bon. Donc on a, je dirais, on a suffisamment de possibilités pour bien travailler sur le sujet, même si on n'a pas accès à tout et partout. Le deuxième point aussi, c'est, alors là pour le coup il faut un peu se dépêcher quand même, c'est qu'on a encore une masse de témoins. Et que les témoins, alors là on peut les atteindre partout.
et qu'il faut les faire parler selon les règles de la science historique, etc. Alors, c'est aussi bien des ex-directeurs d'usines que des paysans de kolkhoz, que toute la hiérarchie sociale, que des dignitaires du parti, que sais-je encore. Enfin, il y en a beaucoup qui ont déjà écrit, il y en a beaucoup qui ont déjà été interviewés, il y a déjà une mine de renseignements là-dessus. Donc, il y a déjà sur quoi travailler, et puis on peut améliorer largement avec ce à quoi on a accès. Donc, il y a la possibilité de travailler sur le sujet de façon tout à fait sérieuse et donc de répondre à ces questions. Le problème, j'ai envie de dire, le paradoxe du socialisme réel, c'est que c'était censé être une société anti-religieuse, mais qui pratiquait un culte religieux de ses propres institutions. C'est-à-dire, on ne voulait pas analyser les contradictions de sa propre société parce que, évidemment, ce n'était pas uniquement pour des raisons idéologiques, c'était aussi parce que ça pouvait menacer des intérêts. Et donc la question, c'est justement de focaliser sur quels étaient les groupes d'intérêt qui existaient dans les pays socialistes et qui finalement veillaient à ce qu'on ne fasse pas une analyse marxiste des sociétés se prétendant marxistes. Parce que ça aurait remis en cause la position d'un certain nombre de cercles influents. C'est clair. Ce que je viens de vous dire, en langage marxiste, ça s'appelle la lutte de classe. Et comme je vous ai dit, oui, Staline a dit, oui, la lutte des classes, elle existe en URSS, elle s'aiguise même au fur et à mesure que le socialisme se développe. Et j'ai envie de dire, la réponse, il n'a pas dit ça de façon aussi crue que ce que je vais de vous dire, mais la réponse, c'est, oui, on a le NKVD pour régler le problème. Enfin, NKVD, KGB, etc. Oui, d'accord. Est-ce que c'est par des méthodes policières qu'on règle la lutte des classes ? Je pense pas que c'est forcément le meilleur moyen. Alors Mao Tse-tung, il a répondu, on appelle les masses pour critiquer les dirigeants du parti. C'est déjà plus créatif, disons. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les masses ? Quelles masses ? Comment elles s'organisent ? Comment, etc. Ça a fonctionné plus ou moins, mais pas tout à fait de façon pleinement satisfaisante. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et le problème du socialisme 1.0, c'est que on ne pouvait pas vraiment discuter de ces questions parce qu'il y avait cet aspect, entre guillemets, religieux, cultuel de ça. Il y avait la censure. Alors la censure, a priori, évidemment, c'est une mauvaise chose, mais il faut évidemment aussi penser que les pays de l'Est sont des forteresses assiégées. C'est-à-dire que les puissances impérialistes n'ont jamais toléré l'existence d'États socialistes qui sont plus faibles, plus pauvres et qui ont peu de moyens pour se défendre. Quand en 1931, à une conférence du parti, Staline dit quelque chose qui est vrai, indépendamment de ce qu'on pense de Staline, il dit en 1931, il dit si d'ici 10 ans, nous n'avons pas une industrie en état de rivaliser avec les pays impérialistes. C'est-à-dire si en 10 ans, nous ne réalisons pas ce que les pays impérialistes ont réalisé en 100 ans, ils vont nous écraser. 1931, 1941. 1941, c'est la guerre. Donc vous vous dites, purée, il ne s'est pas trompé d'année, hein. Et l'URSS a failli être écrasée. Et donc, on comprend, je ne dis pas que c'est bon, mais on comprend pourquoi, en 1931, la décision est prise de collectiviser. Parce que la collectivisation, je dis on comprend. Est-ce que c'était la bonne décision ? C'est une autre question. Parce que la collectivisation, ce n'est pas, comme on l'a présenté, une volonté idéologique. C'est pour financer l'industrialisation, il faut prendre ce qu'on a, c'est-à-dire les richesses agricoles.
pour pouvoir les vendre à l'étranger, ce qui nous permet d'acheter des machines et de payer des ingénieurs occidentaux qui vont venir en URSS et qui vont construire l'industrie parce qu'on n'a pas assez d'ingénieurs. Ça, on l'oublie toujours, que c'est beaucoup d'ingénieurs américains, anglais, etc., qui vont industrialiser l'URSS parce qu'ils sont payés. Mais il faut leur donner des salaires meilleurs qu'en Occident, parce que si vous prenez un ingénieur américain et vous lui dites « je vous nomme dans l'Oural pour créer un combinat », ben, l'ingénieur américain, il va vous dire « je veux bien aller en URSS, mais vous me doublez mon salaire par rapport à celui que j'ai aux États-Unis. Hein » oui. Et ben, le salaire, on le prend où? Ben, on le prend dans l'agriculture. C'est-à-dire on ponctionne les paysans pour financer l'industrialisation, parce que Staline l'a dit, dans 10 ans, il faut qu'on ait une armée en état de tenir le choc. Mais si on doit avoir une armée en état de tenir le choc, ça veut dire aussi qu'on investit dans l'armée et qu'on n'investit pas dans le bien-être de la population, ou pas assez. Parce que le pays est pris à la gorge. Alors la situation change évidemment après 1945, parce que l'URSS a gagné et que l'URSS n'est plus toute seule, puisqu'il y a d'autres pays socialistes, et qu'il y a la révolution chinoise, et que du coup l'URSS est moins prise à la gorge. Mais elle restera prise à la gorge jusqu'au bout. C'est pour ça aussi, quand on dit que ce qu'on appelait le camp socialiste, en général, dans les pays de l'Est, on parlait de temps en temps de camp socialiste, mais on parlait très souvent du camp de la paix. Parce que c'était vital, c'est-à-dire qu'on se rendait compte là-bas que la politique de paix était une politique essentielle pour enlever l'étranglement que la politique de militarisation des Occidentaux imposait à l'URSS. C'est-à-dire l'URSS était toujours en train de courir après le niveau d'industrialisation, mais de militarisation des Occidentaux, pour résister à l'agressivité occidentale. Et je pense que le bilan des 40 dernières années montre bien que l'Occident est beaucoup plus agressif qu'on le pensait. C'est-à-dire, tant que l'URSS existait, il acceptait les traités START, X et Y, et puis, depuis que l'URSS n'existe plus, le camp socialiste n'existe plus, mais regardez le nombre de guerres qu'on a dans le monde. C'est-à-dire, on est dans la folie totale. Les guerres qu'on connaît, Gaza, Iran, etc. Les guerres qu'on connaît moins, Congo, Soudan, etc. Enfin, elles sont toutes... la source est la même. C'est-à-dire que le capitalisme laissé naturellement est agressif. Et donc, oui, le camp de la paix était le camp de la paix, avec tous ses défauts, mais c'était quand même le camp de la paix. C'est-à-dire qu'il imposait, pour des raisons non pas morales, mais pour des raisons de survie, une politique de paix. Parce que lui était directement intéressé à ne pas faire des investissements dans le domaine militaire pour pouvoir faire augmenter le niveau de vie des populations et les faire souffler un petit peu et baisser la pression et faire en sorte que le régime soit moins centralisé, moins autoritaire, moins pris à la gorge. Oui, alors bon, c'est deux questions un peu différentes, mais très certainement la question de l'éducation à la science et à la pensée scientifique et à l'analyse de la science joue un rôle dans le développement d'une pensée rationnelle sur le fonctionnement d'une société, comment elle devrait fonctionner, etc., etc. Et je pense que c'est effectivement un aspect, alors qui a été pas forcément bien fait dans les pays de l'Est, toujours bien fait, mais c'est que effectivement les citoyens des pays de l'Est vivaient dans une situation entre guillemets, de réunionnite. C'est-à-dire que quand on vivait dans les pays de l'Est, il y avait toutes sortes de réunions auxquelles on vous conviait pour parler de ceci, pour parler de cela. C'était censé politiser la population, expliquer comment les choses se faisaient. Le problème, c'est qu'elles sont vite devenues très ennuyeuses, très liturgiques,
ces réunions. Bon. Dans le mauvais sens du mot liturgique, c'est-à-dire, on répète des slogans marxistes, mais on ne sait même plus ce qu'ils veulent dire, quoi. Donc effectivement, qu'est-ce qui a manqué ? C'est là où on peut se poser la question. Parce que si par exemple vous regardez Cuba, ben à Cuba, il y a aussi la réunionite, mais elle fonctionne nettement mieux. Mais parce que les Cubains, ils ont à 90 km de chez eux un danger mortel, et tout Cubain moyennement intelligent a compris que les Américains ne cherchent pas le bien-être du peuple cubain. Bon. Je pense que c'est assez évident. Bon. Et donc évidemment, ils ont un phénomène de conviction. Alors, est-ce que c'est de la foi ou c'est pas de la foi ? Mais ils vont à la réunion un peu plus convaincus que pour essayer de comprendre que le Polonais moyen ou le Kazakh moyen allait à la liturgie du parti, si je peux dire. Donc ce phénomène joue. Ensuite, oui, bon, les apatistes ou tout ça, c'est de façon assez spontanée la recherche de comment on peut essayer de faire un socialisme, j'ai envie de dire ici et maintenant. Sans but radieux dans un avenir lointain. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est réaliste ? C'est-à-dire, moi j'ai envie de dire, et je pense que la suite du Rojava l'a montré, si ils l'ont fait, ils ont été obligés d'obtenir l'aval des Américains, parce que les Américains étaient là en Syrie pour des raisons qui étaient liées à leurs intérêts, et que quand les Américains n'ont plus intérêt, ils ont retiré leurs billes, ils ont laissé tomber le Rojava. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on veut faire une vraie expérience socialiste, tôt ou tard, les impérialistes vont la combattre. Parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Et que si elle commence à réussir réellement, on va se faire agresser. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut créer un rapport de force. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument une dictature autoritaire d'un parti centralisé, etc. Bon, on peut en discuter. Mais tout le problème des pays socialistes, c'est d'avoir essayé de chercher, par différents moyens, des façons de démocratiser. Alors, on a des moments comme ça dans l'histoire des pays socialistes où on essaye. On pense qu'on veut de Tito, mais quand Tito dit, bon, on va essayer de créer de l'autogestion dans les usines, c'est quoi ? C'est l'idée de rechercher quelque chose. Quand au moment de la révolution culturelle en Chine, les ouvriers de Shanghai décident de... après tout, à Shanghai, on va faire une commune et on reprend la constitution de la commune de Paris. Bon, c'est sympa, ça a duré quelques mois. Oui, ça a duré quelques mois. Puis au bout d'un certain temps, pour toutes sortes de raisons, enfin c'est un peu compliqué, mais ça prouve que ce genre d'idée ressurgit à chaque fois comme un... On va essayer de faire un socialisme un peu plus soft, quoi. Puis ensuite, ça se normalise ou même ça se réprime parfois, parce que le facteur humain est compliqué, surtout dans une situation où le fait de faire une révolution socialiste, c'est déjà un défi. Je veux dire, écoutez, regardez Cuba. Enfin, est-ce que Cuba est le moindre danger pour les États-Unis d'Amérique ? Enfin, il faut vraiment être fou pour s'imaginer que Cuba représente un danger pour la puissance américaine. Enfin, je veux dire, 11 millions d'habitants, 300 millions d'habitants, niveau de vie, etc. Et pourquoi ils sont si obsédés par Cuba ? Mais parce que si Cuba réussit avec ses 11 millions d'habitants, c'est une gifle monumentale pour le pays de 350 millions d'habitants, enfin pour le pays, pour l'État. Et donc, ils ne peuvent pas réussir. S'ils réussissent, même si c'est un petit pays, pourquoi ils ont envahi la Grenade ? Je m'excuse, la Grenade, c'est 500 km². Ils avaient besoin de casser l'expérimentation socialiste de l'île de la Grenade. Enfin,
rationnellement parlant, c'est aberrant. Mais c'est pas aberrant. Parce que si jamais ça avait marché en Grenade, ben c'est les autres îles d'à côté qui auraient dit ben pourquoi pas, la Martinique, le Trinidad et Tobago, la Jamaïque, et puis ça aurait pu aller plus loin. Donc il faut penser ça, c'est-à-dire que même la plus petite expérience socialiste, c'est déjà un danger mortel pour l'impérialisme.